20h, c'est le temps réel sur Canal 2. Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Elvis Sambilan, au sommet du Mont Cameroun. Il vient de remporter la 27e édition de la course de l'espoir ce samedi 19 février 2022 à Boya avec un temps précis de 4 h 32 minutes et 50 secondes. Il succède ainsi à Ali Mohamedou chez les messieurs gagnant en 2021. On en parle dans ce 20h. 34 kg de viande de brousse saisie ce jour à Boya. C'est à l'issue d'une opération menée pour traquer des présumés trafiquants d'espèces fauniques. Cette saisie intervient au moment où l'on célèbre à travers le monde la journée mondiale du pangolin. Voilà pour la une du 20h. Merci de regarder Canal 2 International. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook et en direct sur notre compte YouTube en tapant tout simplement Canal 2 International. Ouvrons ce journal avec l'économie pour parler de Promote. Promote 2022, eh bien, les portes du salon Promote ouvertes au public, entreprises, PME, institutions nationales ainsi que des entrepreneurs, divisions et d'ailleurs, ils dévoilent leur savoir-faire du côté de Yaoundé. Le lancement officiel a eu lieu c'est lundi, précisons, c'est lundi prochain, mais déjà la coupure du ruban symbolique a été effectuée par le ministre du Commerce ce 19 février. Les précisions avec Karel Meza-Tchatchoya et Serge Alain Zebo. Cérémonie toute sobre, mais riche de symboles. Le ruban que coupe le ministre du Commerce ouvre la voie à la relance économique tant attendue depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, responsable du report à 2 reprises de cet événement d'envergure. Le salon Promote, dont l'ouverture officielle est prévue lundi prochain, offre l'opportunité aux chefs d'entreprise, des PME, aux institutions nationales et internationales et même aux entrepreneurs d'ici et d'ailleurs de penser ensemble le développement de l'Afrique en terre camerounaise, bénéfique à plus d'un titre pour le pays. On place cette édition, la 8e, dans une perspective précise, l'industrialisation. C'est le thème précis de cette édition et cela, je crois, est en phase avec la vision de l'émergence de notre pays, la vision de l'émergence tout simplement du continent, notamment à travers la zone de libre-échange continentale africaine. Près de 800 exposants ont obtenu leur ticket pour présenter leur savoir-faire, leurs produits et services, avec cette volonté d'intéresser les visiteurs venus chercher des partenariats d'affaires. À l'ordre du jour, des rencontres B2B en présentiel et virtuel. Forcément, qui dit salon, dit échange, dit débat, dit discussion. C'est pour ça que je mets l'accent sur la notion de partage, la notion de transfert des connaissances, transfert des expériences et autant que possible, transfert des savoirs. Cette année, la Fondation internationale Interprogress n'a, comme à l'accoutumée, pas lésiné sur les moyens pour une 8e édition sans heurte. Ses partenaires de longue date comme Canal 2 International, avec son déploiement technique spécial qui impressionne sur le site, ont également mouillé le maillot dans la liste des innovations. Au-delà de l'exposition, nous avons des débats, nous avons des activités culturelles, nous avons des sessions de networking, B2B. Nous avons une palette d'activités. Nous invitons tout le monde à venir découvrir et prendre part à cette aventure. Ça se passe au Palais des Congrès de Yaoundé du 19 au 27 février prochain. Sur place, les exposants prêts à vous accueillir, même s'il y en a parmi eux qui règlent encore les derniers détails.
Et je vous le disais en titre, un important stock d'écailles de pangolin et 34 kg de viande de brousse saisis au cours de l'interpellation d'un présumé trafiquant d'espèces fauniques. L'arrestation de ce suspect intervient au moment où l'on célèbre à travers le monde la journée mondiale du pangolin. Inès Daniel Ondombala. Fin de parcours d'un trafiquant d'espèces fauniques. C'est l'histoire d'un spécialiste du commerce illicite des espèces menacées d'extinction. Ce dernier avait pris toutes les précautions pour mener son activité criminelle sans éveiller le moindre soupçon. Mais la vigilance des responsables des forêts et de la faune, avec l'assistance technique de Last Ape Grave Organization LAGA, permettra de le traquer et de l'interpeller dans son domicile privé. La perquisition effectuée dans la maison du suspect et dans ce bâtiment en construction met en exergue le corps du délit constitué de 250 kg d'écailles de pangolin, des carcasses de seiges, 3 pangolins et 34 kg de viande de brousse. C'est une opération qui a été conduite avec le concours de notre partenaire LAGA, qui est une organisation qui lutte contre la criminalité faunique. Le suspect a été conduit dans Monmur. Nous attendons donc procéder à son audition. Jusqu'à preuve du contraire, il reste un suspect. Il y a détention et abattage d'animaux intégralement protégés de la classe A parce que la loi dispose que toute personne surprise en possession de tout ou partie d'un animal est réputée l'avoir abattu. En attendant la fin du procès, le suspect est maintenu en détention. Il médite son sort dans les mailles de la justice. Une sanction pénale qui relève l'intérêt de la protection des espèces fauniques en ce jour où l'on célèbre la journée mondiale des pangolins, en se penchant sur la situation critique qui caractérise le mammifère qui est quotidiennement exterminé pour ses écailles et sa chair. Et on reste avec les animaux. Histoire de gorille, c'est le titre d'un ouvrage traduit en langue bandjou, une langue parlée dans la région de l'Est Cameroun à travers Moyo. Un petit gorille, les auteurs de Tchèque ont voulu éduquer les enfants à la protection de cette espèce qui nous ressemble beaucoup et qui est menacée d'extinction. Janice Kamga et Bertrand Tassé. Histoire de gorille, c'est l'histoire de Moya. Moya, c'est un gorille qui vivait aux eaux de Prague et qui, en fait, les histoires parlent de la vie quotidienne des gorilles. L'ouvrage, déjà édité en français et en anglais, et même sur support audio, renaît aujourd'hui en langue badjoué. Le badjoué, c'est la langue du peuple Kozimé, présent dans les localités comme Somalomo, Messamena, Mindourou et même Lomier dans la région forestière de l'Est. Les auteurs tchèques Miroslav Bobek et Teresa Serfnova veulent modeler les enfants surtout et les populations qui vivent autour des aires protégées, principalement celles périphériques à la réserve de biosphère du Dja, un sanctuaire pour les primates. Que ce soit les enfants, les adultes, les jeunes, je pense qu'en parcourant ce livre et accompagné de tous les programmes, n'est-ce pas, d'éducation environnementale que nous avons mis en place et les actions de conservation, on s'est dit que leur perception de l'animal, n'est-ce pas, pourra changer dans les jours à venir. L'initiative fait partie d'un projet plus général qui vise la conservation des espèces en voie de disparition. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a relevé le défi de production du riz local apprécié à l'international. La Chambre d'agriculture du Cameroun veut calquer le modèle ivoirien. Plusieurs assises ont eu lieu ces derniers jours au Cameroun pour la mise sur pied de la stratégie. Kizito Koumaï, CFB, Moïse Djembe et Roméo Tignan. De très beaux jours s'annoncent à l'horizon pour la filière riz camerounais. Le pays, à travers la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts CAPEF, s'offre l'expertise de l'Agence ivoirienne pour le développement du riz. Et c'est dans la Haute-Sanaga que jaillit des solutions. La localité de Bankeng tient un site de production.
Nous avons un potentiel d'environ 310 tonnes de semences qui peuvent permettre l'emblavement d'environ 12 250 hectares pour un total d'environ 50 000 tonnes de riz blanchi. Nous sommes allés voir ce que nos voisins africains font et nous avons obtenu que l'agence de développement de riz de Côte d'Ivoire vienne voir un peu nos expériences afin de nous accompagner. Le Cameroun connaît d'énormes avancées, pas seulement dans la filière riz, mais aussi dans la production halieutique et agricole. Ces échanges de Yaoundé autour du ministre Gabriel Bayrobé dégagent le potentiel du Cameroun, lequel potentiel reconnu par Yacouba Dembélé, le chef de la délégation ivoirienne. Quand je vois votre potentiel, ça va aller très vite. Nous, en Côte d'Ivoire, la demande nationale autour de 1 900 000 tonnes de riz blanchi par an. Nous, maintenant, ne produisons que bon an, mal an, 1 200 000. Donc, on a un cap d'à peu près 700 000 tonnes. Nous sommes satisfaits du fait que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont des pays similaires en termes d'écologie, similaires en termes de défis agricoles qui sont la sécurité alimentaire. C'est une coopération sud-sud, 2 centres sémenciers du riz et un laboratoire pourront voir le jour. La délégation ivoirienne quitte Yaoundé ce 19 février. Cette fois-ci en santé. Dans ce 20h, le ministre de la Santé publique est en colère contre les responsables de la construction du centre hospitalier régional de Bertoua. Il l'a fait savoir lors de sa visite de travail dans la ville. Reportage Roméo Tignan et Kizito Koumaï. En arrivant à Bertoua, capitale de la région de l'Est, le ministre de la Santé publique, le docteur Manahouda Malachi, espérait voir le centre hospitalier régional de Bertoua achevé et prêt pour l'inauguration. Depuis 2015, pour une entreprise qui se respecte, 2015 jusqu'à 2022, non, ça c'est pas normal. Voici déjà plusieurs années que la livraison de ce chantier est attendue. Lancé en 2015 et exécuté par l'entreprise Alliance Construction Cameroun, ce chantier, à la demande de l'entreprise contractante, a connu près de 5 reports de délai de livraison. Actuellement, face au non-achèvement des travaux, l'entreprise souhaite encore un autre moratoire. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne peux pas continuer indéfiniment à prolonger votre contrat parce que vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas travailler. Soit vous ne voulez pas, soit vous ne pouvez pas. Les deux choses l'une. On a toute la volonté de bien lancer notre engagement qu'on a formulé depuis 2015-2016 sur tous les ouvrages. Alliance Construction Cameroun justifie ses multiples retards par la pandémie Covid-19 et ses conséquences sur l'importation des matériaux. Bien avant de visiter le centre hospitalier régional de Bertoua, le ministre de la Santé publique a procédé à l'inauguration du scanner médical disponible à l'hôpital régional de Bertoua. Il y a un scanner déjà dans la ville de Bertoua, pour nous. La population de Bertoua, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que en cas d'urgence, il fallait se déplacer pour aller loin à Yaoundé. Ainsi que l'appareil de radiologie numérique nouvellement installé. Eh bien, des enseignants de l'Université de Yaoundé 1 à l'école de la pédagogie numérique jusqu'au 11 mars prochain, ils vont mettre leur technique de formation à distance à jour pour s'adapter au distance learning à nous imposé par la pandémie à coronavirus. Le compte rendu avec Karel Mezatchatoya et Lionel Keffe. L'initiative s'inscrit dans la formation continue des enseignants. Cette fois-ci, ce sont ceux du supérieur qui se prêtent à l'exercice. Une mise à jour qui tombe à pic, surtout pour des chercheurs qui ne sont pas passés par le module consacré à la pédagogie pour transmettre le savoir dans les universités. Cet apprentissage leur permet de mettre à jour leur technique de préparation des cours et ce n'est pas tout. Avec la massification des effectifs, cette formation nous permet de gérer des grands groupes. Et l'autre point positif, c'est que nous avons des sciences théoriques et on a des sciences pratiques. En plus, nous aurons des sciences en présentiel et des sciences en ligne. Concentration, assiduité, interactivité entre autres, convoqués au cours de la formation du 15 février au 11 mars prochain. Le comité d'organisation attend des résultats concrets. Il faudrait qu'au sortir de ce cours, chaque enseignant produise dans la plateforme de la formation à distance de l'université, produise un enseignement en mode bimodal.
C'est la 8e session du genre organisée ici. 2 principales innovations introduites dans le serveur. L'utilisation d'une nouvelle plateforme numérique et l'enseignement des effectifs de grands groupes. Google Classroom, qui est une plateforme dédiée à tous les enseignants de l'Université de Yaoundé 1. La deuxième innovation concerne l'enseignement des effectifs de grands groupes. Parce qu'en effet, dans les facultés, les effectifs sont pléthoriques. Alors, il est important pour cette formation de faire comprendre aux différents enseignants comment est-ce qu'ils peuvent utiliser le numérique pour atteindre leurs objectifs lors de leurs enseignements. Technique d'apprentissage développée dans l'optique d'achever le programme académique malgré le coronavirus, qui, depuis son apparition, a imposé le distance learning. Pour exprimer leur reconnaissance envers le Cameroun qui accueille certains d'entre eux depuis un quart de siècle, des Rwandais étaient jeudi dernier au chevet des pensionnaires du centre de réhabilitation des personnes handicapées de Yaoundé, dans le JBCR, des denrées alimentaires et autres biens. Delphi Fonkoutene et Samuel Ebakis. Le geste exprime la solidarité, la compassion, la reconnaissance de ces Rwandais envers le Cameroun. L'accueil chaleureux que le Cameroun nous a réservé, ça nous tient au cœur aussi. Ça, le Cameroun, on ne peut pas vivre. Ils sont fils du Rwanda voisin et commerçants au pays des lions indomptables depuis des lustres. Ici au Cameroun, ça fait 22 ans qu'il y a ceux qui ont fait même 25 ans au Cameroun. Donc c'est notre terre d'accueil. Des denrées alimentaires, le bénéfice de leur activité qu'ils offrent ce 17 février aux handicapés des Toukbé à Yaoundé. Un acte de foi envers les pensionnaires de ce centre. Tel que la Bible nous enseigne, on doit partager, même si c'est un peu, avec ceux qui n'en ont pas. Ici, il y a des gens qui n'ont pas des pieds. Et comment alors nous qui avons des pieds, des mains, on ne peut pas faire un geste de solidarité. Gratitude des bénéficiaires qui saluent l'effort de ces fils adoptifs du Cameroun. C'est vraiment un grand geste et ça nous rassure parce que vous ne pouvez pas faire des dons dans un pays autre si vous n'y êtes pas à l'aise. Nous savons que nous sommes convaincus de ce que la solidarité camerounaise est toujours présente dans notre pays et nous voulons encourager tous ceux qui sont avec nous d'être des agents de paix. Ces commerçants rwandais ne sont pas à leur premier élan de générosité envers les Camerounais. Récemment encore, ils étaient au chevet des populations victimes d'inondations dans l'extrême nord. Et puisqu'on parle d'handicapés ou d'handicap, restons-y avec le docteur Catherine Takala qui vient de dédicacer son tout premier livre dans la ville de Douala, Au-delà des défis de la vie. C'est le titre de cet ouvrage de 76 pages qui se positionne aujourd'hui comme une véritable source d'inspiration et de motivation. Les détails dans cet élément réalisé pour vous. Un accident de la circulation et des séquelles graves, un bras amputé, mais un mental en béton. Voilà en quelques mots, résumer la triste histoire de l'auteur Catherine Takala, contée dans ce livre de 76 pages. Au-delà des défis de la vie, c'est comme une thérapie pour toutes les personnes qui ont perdu espoir de renaître, d'avoir la force, d'avoir le courage, pour savoir que derrière chaque défi, il y a encore l'après-vie. Ça a été le cas pour moi et aujourd'hui je suis plus que vivante. La cérémonie de dédicace à Douala est un moment de partage, d'expérience, de témoignage et d'émotion. L'enseignement le plus important à tirer dans cet ouvrage, c'est de connaître que les choses arriveront toujours dans la vie de quiconque. Mais alors, comment faire pour ressortir gagnant dans des expériences négatives que la vie nous réserve? Cette dédicace doit attirer l'attention de tous ceux qui peuvent lire ce livre et qu'ils comprennent que rien n'est fini pour une personne qui a encore de l'oxygène. L'histoire, bien que dramatique, devient par ce récit une source d'inspiration. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris me permet de voir un peu plus loin, de voir la vie différemment. La leçon que je pourrais tirer de là et peut-être également un conseil qui pourra en découler, ce serait de permettre à toutes ces personnes-là qui traversent des épreuves d'écrire.
d'immortaliser parce que l'écriture en réalité c'est une thérapie. Catherine Takala est une biologiste infectiologue. Le 25 juin 2022, elle a été victime d'un accident de la circulation mortelle sur la nationale numéro 3 qui l'a laissé handicapée d'un bras. Sa vie a basculé, mais ne s'est pas arrêtée car après les défis se trouve la vraie vie. D'où, au-delà des défis de la vie, un livre paru aux éditions Senga. Et on referme ce journal avec ses notes en sport. Eh bien, la montagne a sacré ses 2 champions pour l'édition 2022 ce 19 février du côté de Boya. Il s'agit d'Elvis Tsambingla chez les seniors monsieur et de Tata Karine en dames. Les 2 athlètes se sont imposés après 4h32 minutes et 5h28 minutes de course respectivement. Le combat aura été achevé pour la tête de course. Eh bien, Tata Karine, qui restait sur 3 victoires consécutives avant d'être détrônée l'année dernière par Quinta Mildre, a dû à nouveau batailler avec celle-ci pour s'imposer. Eh bien, le podium féminin a été complété par Toumi Makrina, dont l'on entendra sans doute parler dans les prochaines années. Eh bien, c'est ici que se referme le 20h sur Canal 2 International. Merci à tous de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous demain dimanche quand il sera 20h. Très belle soirée à vous. Au revoir.